Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. Bienvenue, fidèles auditeurs, auditrices de la RPA, ce rendez-vous d'information de ce samedi 5 juin 2021, dont voici les grands titres. En page de sécurité, un groupe d'hommes armés de gourdins et de machettes sème la terreur au camp des réfugiés burundais d'Onduta en Tanzanie. Les habitants de la commune Mugamba en province de Bururi s'insurgent contre les arrestations arbitraires dont ils sont souvent victimes. Et le président Evariste Ndayishimiye devrait faire cesser les disparitions forcées dont sont victimes actuellement les anciens prisonniers qui ont été libérés par sa grâce. Propos du président de la Ligue des droits de l'homme ITK, vous allez entendre dans ce journal. Au chapitre gouvernance, cacophonie dans l'administration de la commune et province de Makamba, les deux conseillers de l'administrateur viennent de dénoncer auprès du gouverneur les cas de détournement et de malversation des biens publics dont est responsable l'administrateur de cette commune. Voilà pour le sommaire. À la présentation, on est dit de Shimagize, les détails dans quelques secondes. Je vous le disais en titre, un groupe d'hommes armés de gourdins et de machettes sème la panique au camp d'Onduta en Tanzanie, précisément dans la zone 21. Ce groupe qui, depuis un certain temps, effectue des patrouilles nocturnes, chercherait à éliminer l'ancien chef de la dite zone. Ce dernier ne passerait plus la nuit chez lui. Le point avec Eric Nyonzima. Ce groupe d'hommes armés, de gourdins et d'armes blanches est composé de 5 personnes, à savoir Donatien Nsengimana, Jean Bosco Ndayisenga, Nova Bikirimana, John et Jean Shimirimana. Notre source en Douta révèle que ce groupe est dirigé par Donatien Nsengimana, l'actuel chef de zone 21. Ce dernier poursuit la même source, va jusqu'à éliminer tout réfugié qui n'est pas en bon terme avec cette bande. Leur nouvelle victime en date est l'ancien chef de zone 21 qui ne passe plus la nuit chez lui de peur d'être tué. Le crime lui reproché serait d'avoir dénoncé le meurtre commis par un des membres du dit groupe. Ce réfugié burundais témoigne. La chasse à l'homme concerne l'ancien chef de zone 21 et c'est le groupe armé dirigé par l'actuel chef de zone du nord de Donatien Nsengimana qui le menace. Au fait, cet ancien chef de zone a fait emprisonner un certain Ladjabou, membre du dit groupe, pour meurtre. Depuis, ce groupe a géré dans les coudres avec cet ancien administratif. Il surveille sa résidence armée de gourdins et de machettes. Maintenant, il n'ose plus passer la nuit chez lui. Ce réfugié burundais, qui est pourchassé par ce groupe armé, s'est maintes fois confié aux différentes institutions du camp, mais rien n'a été fait pour le protéger. Ce qui inquiète beaucoup les réfugiés burundais qui craignent pour sa sécurité. L'ancien chef de zone 21 s'est confié aux différentes institutions du camp. Personne n'a levé le petit doigt pour assurer sa protection. C'est pour cela qu'il demande à tout bienfaiteur de lui venir en aide avant qu'il ne soit tué. Car nous sommes convaincus que ce n'est qu'une question de temps avant que ce groupe ne mette à exécution leurs menaces. Les Burundais réfugiés au camp de Douta pensent de plus en plus qu'ils ont été laissés pour compte, qu'ils ne s'expliquent pas comment de tels crimes peuvent continuer à se commettre au vu et aussi des autorités du camp et des agents chargés de la sécurité et que ces derniers ne réagissent pas. Merci à toi, Eric Nyonzima. Le président Evariste Ndayishimiye devrait faire cesser les disparitions forcées dont sont victimes actuellement les anciens prisonniers qui ont été libérés par sa grâce. Réaction du président de la Ligue des droits de l'homme ITK. En chair, Nicolas Guizet interpelle aussi la justice burundaise à amorcer des enquêtes sur tous les cas de personnes qui ont été arrêtées puis portées disparues. Suivez plutôt en chair, Nicolas Guizet. La ITK avait salué l'acte de grâce présidentielle qui avait libéré plus de 5000 prisonniers et la ITK n'avait jamais pensé que ceux qui seront libérés seront par après arrêtés et portés disparus. La ITK a saisi cette occasion pour arrêter le président de la République, d'arrêter ces actes ignobles
d'enlever ou d'arrêter abusivement les personnes qui ont été libérées par sa mesure. La Ligue a inquiété la justice de faire des enquêtes sur ces disparitions pour les gens qui ont été libérés par cette mesure de la grâce présidentielle, mais aussi pour d'autres disparitions forcées. Un cher Nicolas Guizet réagit après que plus de 10 parmi les prisonniers récemment libérés par la grâce présidentielle aient été portés disparus après avoir été arrêtés par la police ou le service national de renseignement. Parmi eux figure Thierry Cuisera, qui a été appréhendé ce jeudi par les agents de la documentation et dont personne ne connaît jusqu'à présent le lieu de sa détention. Au chapitre politique, seuls les experts de l'ONU sont habilités à mener des enquêtes et déterminer si les crimes commis en 1972 doivent soit appelés génocide ou pas. Propos d'Isidore Rufyikiri, ancien bâtonnier du Burundi. Maître Rufyikiri rappelle que tôt ou tard, la vérité sur les crimes commis au Burundi en 1972 éclatera. Maître Isidore Rufyikiri. Les crimes commis au Burundi en 1972, surtout les crimes collectifs dits de la crise de 72, restent toujours sujets à enquête pour découvrir la vérité et les responsabilités. Et la vérité sur ces événements reste unique, mais il faut qu'une instance habilitée, compétente et neutre soit désignée pour établir cette vérité. Il y a aujourd'hui beaucoup d'opinions les plus divergentes, mais la vérité reste unique et sera découverte un jour. La Cour compétente pour enquêter ne sera pas intéressée par l'appartenance ethnique ou religieuse des criminels, mais par les crimes qu'ils ont commis, par l'identité civile de chaque criminel. Maintenant, il appartient à la juridiction compétente de statuer sur les faits dans tous les cas. Sur le plan strict du droit, le génocide a été institué comme infraction par la Convention du 9 décembre 1948 et Convention pour la prévention et la répression du génocide. Elle a été suivi par le statut de Rome de la Cour pénale internationale du 1er juillet 2002. À travers ces textes et à travers la jurisprudence internationale, il est établi que tous les crimes collectifs, tous les massacres, aussi atroces soient-ils, ne sont pas des génocides. L'ONU a défini le génocide en 1948 comme étant une extermination physique, systématique et programmée d'un groupe ou d'une partie d'un groupe en raison de ses origines ethniques ou religieuses. Chaque terme a son sens bien chargé. C'est ainsi que, par exemple, les massacres cambodgiens étaient des crimes contre l'humanité sûrement épouvantables, mais ne constituaient pas un génocide parce que la destruction d'une classe sociale ou politique n'entre pas dans la définition onusienne du génocide, tout comme d'ailleurs les crimes staliniens n'ont pas été classés comme génocide. Et quand on visite la Convention de 1948, on constate, ainsi que la Cour pénale internationale, la procédure de la Cour pénale internationale, le génocide n'est pas établi par un État, c'est établi par l'autorité internationale qu'est l'ONU, et dès que l'ONU l'a établi, il désigne un tribunal pénal spécial compétent pour juger les responsables de ce génocide une fois qu'il a été identifié. Maître Isidore Rufyikiri d'ajouter que le travail mené par le pouvoir CNDD-FDD et la CVR sera nul et de nul effet, car la question des événements de 1972 n'est pas en train d'être traitée comme l'ONU et le gouvernement burundais se sont convenus. Alors, il s'entend donc que ceux qui sont en train de traiter de la question du génocide de 72 n'ont aucune autorité juridique ni internationale ni nationale pour établir un génocide. Définitivement, ce sera à l'ONU de le faire. Et quand il le fera, c'est lui qui va désigner le tribunal compétent. Quand on visite aussi l'accord d'Arusha, bien que le pouvoir du CNDD semble l'avoir aboli, cet accord prévoit quand même des principes de base et de référence qui devraient conduire la mise en place des organes sur cette affaire-là. Dans son article 8.2 du protocole 2 de l'accord, il est prévu le mode de désignation et l'origine des membres de la commission vérité et réconciliation dont il est question ces derniers temps. Et sur le plan politique,
l'État du Burundi avait convenu avec l'ONU de mettre en place une chambre spéciale au sein de l'appareil judiciaire burundais avec une composition mixte de 5 juges, dont 2 juges burundais travaillant avec 3 juges internationaux pour garantir l'impartialité. Nous trouvons ça dans le rapport de l'ONU S-BAR 2004-72 du 26 janvier 2004 et dans le rapport S-BAR 2005-158 du 11 mars 2005. Plus encore, le rapport S 2005-158 exigeait plus spécialement la mise en place d'une commission internationale d'enquête portant spécifiquement sur les meurtres de masse de 1972. Donc, d'un bout à l'autre, ce que les gens de Bujumbura ou de Gitega, selon les cas, sont en train de faire autour des événements de 1972, c'est un non-sens juridique, c'est une entreprise sans issue et absolument, on appelle ça frapper du handal dans l'eau. C'est comme si on frappait un coup d'épée dans l'air ou dans de l'eau. C'est de l'ineptie. Maître Isidore Rufikiri, ancien bâtonnier du Burundi. Côté pause, nous poursuivons avec la page Droits de l'homme. Les habitants de la commune Mugamba en province de Bururi s'insurgent contre les arrestations arbitraires dont ils sont souvent victimes. Ils font savoir que ces actes de violation des droits humains constituent l'un des moyens que le commissaire Moïse Arakaza alias Nyeganyega a trouvé pour les rançonner. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Les habitants de la commune Mugamba s'insurgent contre le commissaire Moïse Arakaza, alias Nyeganyega, accusé de plusieurs cas de violation des droits humains dont ils sont victimes. Il précise que plusieurs personnes, surtout les jeunes, sont persécutées, accusées à tort d'être en possession d'armes à feu ou de collaborer avec les groupes armés qui perturbent la paix et la sécurité. Pour cette population de Mugamba, l'infraction dont sont reprochées la plupart des jeunes de cette localité est considérée comme un des moyens trouvés par le commissaire Nyeganyega pour rançonner cette population, car ceux qui lui donnent une somme d'argent sont relâchés. Plusieurs jeunes de la commune Mugamba ont été arrêtés et sont pour le moment détenus à la prison centrale de Mimba, accusés à tort de collaborer avec les groupes armés. Ce jeudi matin, il a arrêté un enseignant de l'Ekoko, Nerurambi, prénommé Dismas. Il y a un autre jeune de la localité de Nyanza qui copie à la prison centrale de Mimba, accusé d'atteinte à la sécurité. Ce dernier a été plutôt victime d'un complot entre le commissaire Nyeganyega et la belle-mère de ce jeune homme suite à un conflit foncier. Beaucoup d'autres jeunes croupissent à la prison centrale de Mimba de cette façon. En plus de ces jeunes qui sont persécutés, les commerçants de cette commune sont prêts à partir ou tout simplement arrêter leurs activités commerciales pour être rançonnés par le commissaire Moïse Arakaza d'Nyeganyega. Ceux qui lui donnent de l'argent sont relâchés en cours de route, mais ne retournent pas dans leur famille par crainte d'être arrêtés de nouveau. Les commerçants de cette localité envisagent de partir ailleurs ou d'arrêter définitivement leurs activités à cause de ce commissaire qui leur exige des sommes importantes d'argent. Nous demandons au président de la République de suivre de près cette question et de remplacer ce commissaire qui travaille pour ses propres intérêts par d'autres qui travaillent pour l'intérêt de la population et du pays en général. Le commissaire Moïse Arakaza d'Nyeganyega vient de passer 6 mois seulement dans cette commune, mais les victimes de ces actes de violation des droits humains deviennent de plus en plus nombreuses. Il s'agit notamment de l'enseignant Dismas Nzosaba de la colline Kivumu, l'enseignant Jean de Dieu Singoye de la colline Rubamba, Vincent Hakizimana de la colline Donge Burasira, l'élève Kenny Shaka de l'Ekofo Nyarurambi, renommé Arakaza de la colline Donge Burasira, ainsi que Sengimva Yandaza de la zone Nyagasasa. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Véniste Nahambaye, administrateur de la commune Mugamba, pour de plus amples éclaircissements à propos des violations des droits de la population dont il est responsable. Eh bien, merci à toi aussi, Emmanuel Nyungeko. Parlons gouvernance à présent. Cacophonie dans l'administration de la commune et province de Makamba. Les 2 conseillers de l'administrateur viennent d'adresser une correspondance au gouverneur de la province où il accuse l'administrateur de détournement et de malversation des biens de la commune. Un mois plus tôt, c'était le gouverneur
sur demande de l'administrateur de cette commune qui accusait ses conseillers d'incompétence dans une lettre adressée au président du conseil communal. Le point avec Francine Mahor. Dans une correspondance au gouverneur de province Makamba, parvenu au cabinet du gouverneur le 3 mai, les conseillers Bernard Sabiyumva et Sylidine Dagijiman, respectivement conseillers chargés de questions politiques et administratives et conseillers chargés des questions économiques, du développement et des statistiques, accusent l'administrateur communal de Makamba de détournement, de malversation et de mauvaise gouvernance. Ils ont présenté 13 chefs d'accusation en tout au sujet de malversation. Les deux conseillers accusent l'administrateur Zuena Irakiza de s'être approprié des terres de la commune et d'avoir acheté des parcelles avec les fonds de la commune. Elle est aussi accusée de détournement des sacs de ciment destinés à la construction des infrastructures publiques. Cet administratif est également reproché de s'octroyer des frais de mission exorbitants en guise de malversation et détournement. Alors que les frais reconnus sont de 36 000 par nuitée, les deux conseillers disent que l'administrateur Zuena allait jusqu'à 70 000 francs burundais de missions qu'elle effectuait pour la plupart pour des affaires personnelles. Et lit-on toujours dans cette correspondance, pour se couvrir, l'administrateur a imposé un comptable après avoir rejeté la candidature de celui proposé par le conseil communal. En plus de ces malversations, les deux conseillers accusent l'administrateur de maltraiter ses gouvernés, notamment en confisquant leurs biens, leur causant ainsi d'énormes pertes. Et moi, avant François Zengo-Zirazana, le gouverneur de Makamba, à travers une correspondance envoyée au président du conseil communal de Makamba, demandait au président du conseil de proposer d'autres noms au poste de conseil chargé des questions politiques et administratives et celui chargé des questions économiques, du développement et des statistiques. Des postes respectivement occupés par Bernard Sabiyumva et Sylidine Dagijimana. Le gouverneur évoquait à cette époque l'incompétence de ses conseillers. Des informations concordantes en provenance de Makamba, faut savoir que le gouverneur l'a fait sur demande de l'administrateur Zuena Irakiza. Même les conseillers concernés notent dans les correspondances au gouverneur qu'ils sont victimes de l'éléphant parlé vis-à-vis des actes de l'administrateur. La rédaction de la RPA a tenté de joindre Zuena Irakiza, administrateur communal de Makamba, et François Zengo-Zirazana, gouverneur de Makamba, mais sans succès. Toujours au chapitre gouvernance, les habitants de la province de Gitega qui possèdent des véhicules affectés par la non-décentralisation des services de l'Otraco. Pour avoir la carte de contrôle technique, ils doivent se rendre à Bujumbura. Une situation qui leur fait dépenser beaucoup de moyens financiers. Les détails avec Elodie Divelemesh. La carte de contrôle technique, délivrée depuis mars 2020, est biométrique. Elle n'est délivrée qu'au siège de l'Otraco, en mairie de Bujumbura. L'Otraco avait promis qu'au mois de juin 2020, il allait décentraliser le service d'octroi de ces nouvelles cartes pour qu'elles soient délivrées dans ses agences de l'intérieur du pays, dans les provinces de Gitega, Ngozi et Bururi, afin de faciliter son obtention. Une promesse qui n'est toujours pas réalisée une année après, comme l'indique cet habitant de Gitega, qui parle également des inconvénients dus à cette situation. Nous rencontrons des problèmes quand il faut chercher la carte de contrôle technique, car à Gitega, le service qui le délivre n'existait pas. Nous devons nous rendre en mairie de Bujumbura, ce qui nous coûte beaucoup d'argent. Pour éviter de passer plusieurs jours à Bujumbura, certains demandeurs de la carte donnent des pots de vin aux agents de l'Otraco, ajoutent nos sources. Arrivé à Bujumbura, tu n'es pas immédiatement servi et tu es obligé de prendre un hôtel pendant 3 voire même 5 jours. Et même si tu parviens à être accueilli, tu n'obtiens pas immédiatement la carte de contrôle technique sans avoir donné de pot de vin. Nous voudrions donc demander que le service d'octroi de la carte de contrôle technique soit ouvert ici chez nous à Gitega. Sans ce versement de pot de vin, le rendez-vous pour le retrait de la carte de contrôle technique est fixé à 2 ou 3 semaines après introduction de la demande. À ce propos, la rédaction de la RTA a essayé de joindre par téléphone Albert Manelatunga, le directeur général de l'Otraco, mais sans succès.
Eh bien, merci à toi, Eloge Divelle Méchant. Les boissons prohibées fabriquées en zone Moussaga, commune Mouha, dans la municipalité de Bujumbura, menacent la santé de la population. Pourtant, le responsable de la fabrication et de la commercialisation de ces boissons serait soutenu par certaines hautes autorités du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Le point avec Marie-Ange Ilakod. La population de la zone Moussaga indique que cette boisson prohibée, dite Umunanasi, est chargée dans des véhicules à la vue des autorités administratives pour être transportée dans d'autres localités de la mairie. Ce citoyen de la zone Moussaga nous parle de la fabrication de cette boisson au quartier Kinanira 2. Les boissons prohibées sont fabriquées aussi ici à Moussaga, entre la 7e et la 8e avenue, et sont fabriquées par le surnommé Munyagwanda, au vu et au su des autorités administratives et sécuritaires, sans aucune crainte. Des camions de type Fuso, des camionnettes et des vélos sont toujours réguliers pour les embarquer vers d'autres zones et communes de la mairie au grand jour. La population de Moussaga affirme que le fabricant et vendeur de cette boisson a des affinités avec les hautes autorités du parti CNDD-FDD. Comme raison avancée, c'est l'arrestation de ce commerçant pour être ensuite relâché après paiement d'une certaine somme d'argent. C'était à l'époque de Fredy Mbonimpa à la direction de la mairie de Bujumbura. On avait cru qu'on allait résoudre ce problème quand nous avons vu venir Fredy Mbonimpa, alors maire de la ville de Bujumbura, accompagné par les responsables de la police dans la zone, dans la commune et même ceux de la mairie. Ils l'ont arrêté, mais il a été immédiatement libéré. Ils se vantaient en disant qu'ils ont fait des calculs, et ces calculs, c'est pour dire l'argent. Cette boisson a des effets néfastes envers les consommateurs, raison pour laquelle la population de la zone Moussaga demande que la mesure de lutter contre ce genre de boisson prise par le ministre de l'Intérieur et la Sécurité publique soit appliquée pour tous. Ces boissons prohibées sont nuisibles à la santé. Beaucoup de personnes qui en consomment ont des pieds et des joues gonflés. D'autres ont vu leur ventre gonflé, souffrant de la cirrhose de foie. Pourquoi les autorités ne font rien pour arrêter ce genre de commerce des produits nuisibles à la santé? On dirait que les autorités veulent punir la population. Nous saluons les déclarations du ministre de l'Intérieur à propos de l'éradication de ces boissons prohibées, tout en espérant que la zone Moussaga ne sera pas épargnée. Les responsables administratifs en zone Moussaga confirment ces informations et indiquent qu'ils vont se saisir de cette situation afin de mettre en application la mesure du ministre de l'Intérieur. Merci à toi aussi, Marie-Ange Ilakode. Côté pause, nous poursuivons avec le mini-magazine au cœur de la société. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'environnement. Le mini-magazine au cœur de la société évoque les inondations de Gatumba. Emile Niwasumba. Au cœur de la société. Il n'y a pas encore de solution durable pour les habitants de Gatumba, envahis régulièrement par les eaux du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi ces derniers mois. Alors que ce 5 juin 2021, le monde célèbre la journée mondiale de l'environnement, les habitants de cette zone de la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura se déplacent en permanence pour fuir les inondations. Le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui vous parle des solutions proposées par le gouvernement et la population concernée. Vous êtes avec Emile Niwasumba. Merci de suivre ce mini-magazine de la synergie des médias. Les quartiers Mushasha 1 et Mushasha 2 n'ont jamais eu de répit depuis l'année passée. D'autres quartiers de Gatumba affectés par les inondations, c'est Kinyinya 1,
Kinyinya 2, Muyange 1, Muyange 2, Gaharawe, Warubondo et Mukoranya. Ces derniers jours, certains habitants ont regagné leur ménage alors que les inondations n'ont pas complètement disparu. Après de multiples descentes des membres du gouvernement, le président Evariste Ndayishimiye s'est rendu à Gatumba ce vendredi. Vous, habitants de Gatumba, si par exemple on vous demande de quitter Gatumba et que la localité soit réservée pour l'agriculture, je suis sûr que vous n'accepteriez pas, n'est-ce pas? Excusez-moi, pourtant vous êtes victime de ces inondations presque chaque année. Apprenons donc à faire face à cette réalité. Si vous dites nous n'allons pas quitter, construisez donc des maisons qui résistent à ces inondations et ainsi éviter ces déplacements de chaque année. Le ministère de l'Intérieur est en train de chercher une solution durable afin de vous trouver des logements durables. Chaque Burundais a droit à un logement. Imaginez si un jour, Gatumba est complètement inondé par les eaux du lac Tanganyika et celle de la Rusizi. Allez-vous continuer à vivre dans l'eau? Je sais que quand le ministère de l'Intérieur vous a annoncé cette option de déménagement, ça ne vous a pas plu, mais pensez-y sérieusement et préparez déjà vos esprits. Certains habitants de Gatumba comptent rester sur place malgré ces innombrables inondations. D'autres, comme celui-ci, espèrent trouver des acheteurs de leurs parcelles après la finalisation de la construction de la zone économique spéciale à Warubondo. Si ce marché est ouvert, nous pensons que des investisseurs pourraient venir acheter nos parcelles et par là, on obtiendrait des grosses sommes. Eux, ils pourraient gérer ces inondations et construire des maisons adaptées. Il y a d'autres habitants qui sont prêts à partir si le gouvernement leur trouve un autre endroit où ils peuvent vivre. C'est le cas de cette femme. Celui qui n'acceptera pas d'être délocalisé, cela signifierait qu'il a d'autres alternatives, qu'il n'a pas donc été touché par des inondations. Ceux qui n'accepteront pas la délocalisation, ça signifie qu'ils seraient impliqués dans des affaires louches. Les Nations Unies ont également des propositions pour gérer l'environnement dans le monde. À l'occasion de cette journée mondiale de l'environnement du 5 juin 2021, l'ONU a choisi comme thème la restauration des écosystèmes. Cette restauration peut prendre de nombreuses formes selon les Nations Unies. Planter les arbres, verdir les villes, réaménager les jardins, changer les régimes alimentaires ou bien assainir les fleuves et les côtes. Selon l'ONU, nous sommes la génération qui peut faire la paix avec la nature. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société. Merci pour votre compagnie. C'était Emile Nibasumba à la présentation. Au revoir. C'était l'émission au cœur de la société. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir prêté oreille attentive. C'est par ici que prend fin cette édition. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, c'était Onésime Douchimaguizé. Je vous souhaite de passer un bon week-end.